Salut à vous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur ma chaîne. Moi ça va, j'ai la forme aujourd'hui. Même si le temps est vraiment pourri, on a une tempête en Allemagne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon voilà, donc c'est pour ça que je préfère faire une vidéo que d'aller me promener, parce qu'avec le temps qu'il fait, c'est pas évident. Parlons peu mais parlons bien. Je vous ai ramené une nouvelle vidéo avec un thème bien spécial. Ce sera sur le thème du business. Cette fois-ci, quelque chose de nouveau. Je vous ai ramené un support visuel. À part ma face, cette fois-ci, je vous ramène du contenu, pas seulement sur le plan audio, mais surtout sur le plan visuel. Et donc, je vous ai préparé un petit keynote, une petite présentation, donc avec quelques dires, enfin quelques dires, il y en a 15 ou 16 si je me rappelle bien. Donc, il y aura du contenu, il y aura du lourd. Le thème du jour, ce sera comment réussir dans son business. Et là, je vous donnerai, je partirai de 4 thèmes justement sur lesquels je vous donnerai ma propre expérience ou alors eh bien l'expérience par rapport à des témoignages de gens qui ont réussi, donc des entrepreneurs ou alors des grands chefs d'entreprise qui ont réussi. Donc voilà, c'est le thème du jour. Et bien voilà, c'est parti. Alors voilà, quatrième thème de cette vidéo, gardez votre liquidité toujours en vue, donc c'est le thème du plan cash flow, hein, donc c'est un document, voilà. Entre-temps, vous êtes aperçu que, eh bien, qu'il fait de plus en plus noir, ici de plus en plus sombre, le temps passe, et puis voilà, avec le changement d'heure, aujourd'hui, il est 16h30 et il fait nuit. Mais j'ai pas l'intention de couper la vidéo maintenant et faire le reste demain. Je fais tout en une lignée parce que j'ai tout en tête et puis voilà. Donc ne m'en voulez pas si il fait un peu sombre. Mais je pense que l'essentiel pour vous c'est la voix et pas de voir ma face en fait. Voilà. Donc le quatrième thème, comme déjà dit, c'est garder votre liquidité toujours en vue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, écoutez, je vous ai ramené aussi trois faits concrets comme je vous dis. Voilà, vous voyez mes doigts. Hein, et donc, eh bien, des faits concrets par rapport à ce que j'ai pu analyser, ce que j'ai pu entendre d'entrepreneurs à succès. La plupart des entrepreneurs à succès ont compris très tôt que l'une des raisons de l'échec entrepreneurial en général, et même en France, est souvent le manque de fonds. Non? C'est-à-dire que l'une des raisons principales de l'échec dans le business, c'est le manque de fonds. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, le manque de pépettes, hein, dineros, roubles, lire, francs, français, franc CFA, qu'importe, c'est le manque de money, le manque d'argent. Deuxième fait concret, un cash flow trop faible est souvent provoqué par une marge trop faible et provoqué donc par des dépenses trop hautes ou alors des problèmes de paiement. Hein, donc je répète, un cash flow trop faible est souvent provoqué par une marge trop faible, hein, donc fait pas suffisamment de marge. Vous avez des dépenses qui sont trop hautes, donc vous dépensez, vous avez des coûts trop hauts, hein, par rapport à vos revenus. Ou alors vous avez des problèmes de paiement, c'est-à-dire que l'argent ne rentre pas. Hein. Et ça, c'est souvent une des raisons pour lesquelles eh bien, on est souvent obligé de fermer, mettre la clé sous la porte, en fait, si vous voulez. Quoi. Et malheureusement, ce sont des faits concrets, ce sont des faits réels. J'ai connu beaucoup de sociétés qui ont qui ont mis la clé sous la porte, malgré le fait qu'elles aient eu beaucoup de clients et beaucoup de beaux projets, en fait, si vous voulez. Quoi. Donc des projets énormes, des trucs où on se dit, merde, putain, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Hein, et moi, je parle du conseil, je parle de la création de business, comme on dit. Moi, j'ai fait aussi du BD, comme je disais tout à l'heure, donc de la gestion d'affaires, vraiment des gros trucs, quoi, dans les groupes dans lesquels j'étais. Mes affaires aussi, c'était exactement la même chose. Et les gens que j'ai pu côtoyer me disaient souvent, alors les gens, la concurrence que j'analysais, des gens qui avaient dans mon entourage, qui étaient aussi des partenaires, bien souvent qui nous disent du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, écoute, nous, ça va de plus en plus mal, on a des problèmes, on était chez tel client, ce client nous disait, il y a encore quelques années, 30 jours fin de mois au niveau des règlements, des types de règlements, et puis avec le temps, 60 jours fin de mois, 90 jours fin de mois, alors que nos employés et puis nos fournisseurs, fallait les payer directement, quoi, à la fin de chaque mois. Quoi. Et donc c'est ça le truc, hein, ce sont des faits concrets. Ne sous-estimez pas le thème du cash flow parce que ça a énormément d'influence. Hein.
Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est vrai que je l'ai oublié de le dire, mais alors le cash flow, c'est le thème de la liquidité, le manque, le fond. Le fonds de roulement, c'est basé sur de la finance, c'est de l'argent que vous avez à disposition donc pour payer vos dettes, pour acheter ce que vous avez acheté. Ça fait partie de la comptabilité et c'est vraiment un des éléments les plus importants à côté donc du profit. Et j'ai eu de longues discussions avec des grands hommes d'affaires, des grands chefs de grandes entreprises, dans des moments agréables, hein. C'était pas en faisant du business, mais en discussion le soir, dans un repas, ou alors dans un meeting, dans une réunion, ou alors un congrès, et on arrivait souvent à la discussion, quel est le plus important? Est-ce que c'est le cash flow ou alors le profit, hein? Qu'est-ce qu'on doit garder en vue, quoi? Et alors ces personnes-là, justement, ont souvent vécu l'échec, elles aussi, hein, parce que, comme je disais, ces personnes-là ont énormément de business. Donc il y a des business qui fonctionnent et des business qui ne fonctionnent pas. Et bien souvent, quand ça ne fonctionne pas, c'est souvent par rapport au problème du cash flow, en fait, quoi. Ces problèmes ont provoqué donc la cessation de paiement. Les clients ne payaient plus, l'argent entrait plus tard. C'est-à-dire que ça sortait beaucoup plus vite que ça rentrait, l'argent, si vous voulez, quoi. Donc vous avez beaucoup plus de dépenses que de rentrer l'argent, en fait, si vous voulez, quoi. J'ai pas dit plus de dépenses que de recettes, non. Je dis simplement que l'argent sortait beaucoup plus rapidement qu'elle ne rentrait. C'est ça la différence, hein, entre les recettes, en fait, le bénéfice, hein, le profit, hein, et le cash flow. C'est pas parce que vous faites 1 million de profit que tout va bien, que tout ira bien. Si vous faites 1 million de profit, mais votre client vous demande 1 an ou alors 3 étapes de paiement et que vous avez 500 000 euros ou 600 000 euros de frais que vous devez payer avec ces 1,5 million, hein, parce que vous avez gagné 1,5 million, vous avez 500 000 euros de frais, donc vous avez 1 million de profit, dit bêtement, hein, parce que le profit c'est ce que vous gagnez, donc votre chiffre d'affaires, moins vos dépenses, hein. Donc faites 1 million de chiffre de profit. Mais si c'est 1,5 million elle ne rentre pas facilement, vous avez 1,5 million qui doit rentrer, mais qui ne rentre pas, et vous avez les dettes en fait, qui arrivent, qui augmentent, et vous retrouvez donc avec énormément de problèmes financiers, et puis à la fin, vous devez déposer la clé sous la porte ou déposer le bilan, comme on dit, quoi, là. Là, je vous ai mis un chiffre pour vous donner une impression, c'est qu'en ce moment, il y a environ 65 000 business qui déposent le bilan par an en France, en ce moment, quoi. 65 000 business par an qui, en ce moment, mettent la clé sous la porte en France. Donc, réfléchissez bien, donc ça, c'est un fait. C'est pas une remarque, c'est un fait, quoi. Ce sont des faits concrets, ce que je vous dis. Voilà. Alors les secrets de ces entrepreneurs, de ces gens que je connais, que je côtoie, ou alors ces gens sur lesquels j'ai lu des interviews, ou alors des interviews, quoi. L'un de leurs secrets, c'est que ces personnes savent que ce type de problème peut être donc du genre personnel, du genre professionnel, ou alors du genre financier. Évidemment, elles agissent en conséquence, hein, c'est-à-dire que si c'est un problème personnel, si le gérant de société a lui-même un problème qui dépense trop, qui prend trop d'argent pour son business, pour d'autres business par exemple, ou alors sur le plan personnel, eh bien vous allez avoir un problème de cash flow, comme on dit. Donc c'est un problème de personne, c'est un problème de ressources, c'est un problème d'un problème de personnel, en fait. Donc on peut résoudre ce problème en remplaçant cette personne. Si vous êtes vous-même le chef et que vous faites des conneries et que vous avez des actionnaires, eh bien ça peut vous pousser à perdre votre boulot, en fait, si vous voulez, parce que vous n'êtes pas capable de gérer les affaires. Des gens comme Steve Jobs l'ont connu eux-mêmes, hein. Ils ont été renvoyés de leur propre société, malheureusement pas d'autres actionnaires. Et ça arrive souvent, malheureusement, que les gens vont perdre leur business, perdre leur part de marché, ils doivent revendre tout, perdre tout. Ça arrivait dans la famille Porsche, hein. Porsche, tout le monde connaît, ça fait partie du groupe Volkswagen. La famille Porsche a été renvoyé de sa position, a dû vendre ses parts de société, évidemment au prix du marché, hein. Il n'y a pas de truc bizarre, parce que ça ce serait de la fraude, comme on dit, mais vous perdez tout. Enfin, vous perdez tout, ouais, vous avez de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. On ne fait pas les choses pour l'argent, on fait les choses pour
pour la satisfaction, la réussite, l'atteinte d'objectifs. C'est ça qui est jouissif, je trouve. L'argent, c'est un moyen d'atteindre des objectifs ou d'atteindre des rêves, mais c'est pas ça le but, c'est pas ça qui rend heureux. Non. C'est pour ça que ces gens-là, malheureusement, ils ont eu ce genre de petites expériences et puis ils savent très bien que si c'est un problème de personnel, eh bien, on remplace le personnel, point à la ligne. Même si c'est le chef d'entreprise et le créateur. C'est ça. Ensuite, si c'est un problème professionnel, c'est-à-dire que les processus ne fonctionnent pas correctement, parce que la facturation n'est pas faite régulièrement, parce qu'il n'y a pas de réclamation, de rappel au niveau des processus pour dire aux clients X et Y que vous n'avez pas payé, si vous ne payez pas, vous allez avoir tel ou tel problème, eh bien, il faut résoudre le problème au niveau des processus, donc c'est un problème professionnel. Après, si c'est un problème financier, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez des types de paiements qui sont beaucoup plus longs au niveau de vos clients qu'au niveau de vos fournisseurs, c'est-à-dire que vous êtes obligé de dépenser ou de payer plus rapidement vos fournisseurs que vous faites rentrer l'argent, donc l'argent rentre plus lentement qu'elle ne sort, ça c'est un problème financier, il faut résoudre ce problème-là, et ces gens-là, justement, ces entrepreneurs, agissent toujours en conséquence, c'est-à-dire qu'ils analysent la situation. Hein. Et comme je disais au départ, avec cette boucle, la boucle, vous vous rappelez de cette boucle, on analyse l'état actuel, on se dit qu'est-ce qu'on a mal fait et on améliore, et à chaque fois on reprend le cycle, donc cette boucle, et on améliore le processus. Et là c'est exactement la même chose avec le plan cash flow, et donc on prend cette chose en considération régulièrement. Et c'est pour ça que je vous dis, ces personnes-là, elles analysent leur situation financière une fois par semaine. Ces personnes analysent leur situation financière une fois par semaine. Non, une fois par semaine. J'entends des gens qui me disent ouais, on fait ça une fois par mois, une fois tous les trimestres. Bullshit. Faites-le au moins une fois par semaine. Vous voyez l'état actuel, vous voyez l'état planifié de vos chiffres d'affaires, vous voyez où vous en êtes au niveau de la liquidité, du fonds de roulement, vous voyez que vous avez peut-être 200 000 euros de dette à payer, vous avez 500 000 qui ne rentrent pas, il vous reste 100 000 sur votre compte, ça va être chaud. C'est qu'un exemple. Gardez ça vraiment en tête, c'est important. Et alors ces mêmes personnes constituent toujours une réserve financière au cas où il y ait des inattendus. C'est pour ça qu'il est toujours nécessaire d'avoir ces chiffres régulièrement en tête. Et si vous savez que vous avez, par exemple, moi je peux parler que du conseil parce que c'est là que je me connais le plus, vous avez une rentrée d'argent de 100 000 euros ou 200 000 ou 1 million, on s'en fout du chiffre. Mais par contre, vous savez que vous avez 10 employés qui sont sur le banc, donc qui n'ont pas de projet, donc qui ne vont pas faire de rentrée d'argent pour le mois prochain, et que vous allez faire à peu près 100 000 euros de bénéfices, eh bien avant de payer telle ou telle facture, vous allez garder l'argent, peut-être demander une facilité de paiement par rapport aux fournisseurs, de façon à avoir l'argent pour payer les salaires de vos employés, par exemple. C'est ça, savoir gérer son argent, savoir gérer sa situation financière, savoir gérer son plan financier, son cash flow. C'est de penser à l'avance, qu'est-ce que je dois faire justement pour avoir mon cash flow, pour avoir mon fonds de roulement, pour le garder. Non. Ces mêmes entrepreneurs exigent de leurs clients des délais de paiement, en offrant par exemple des escomptes de paiement. Alors, ce que je veux dire par là en fait, c'est que si vous avez des clients qui vous disent ouais je te paierai, j'aimerais payer à la fin du mois, ou alors je fais un chèque et puis est-ce que tu peux le mettre à la fin du mois ou dans un mois et demi. Je suis désolé mais si vous êtes obligé d'attendre, ça peut vous coûter votre business en fait. Et si vous offrez quelque chose à votre client qui lui permet de gagner de l'argent, enfin d'économiser, pas de gagner de l'argent, c'est pour ça l'escompte de paiement. Moi j'ai des clients heureusement qui le font en ce qui me concerne, qui me disent écoute, tu as travaillé pour nous et tu seras payé comme je suis leur client, qui me disent on paye mais direct, mais tu as un escompte de 3% par exemple. C'est-à-dire qu'il y a 3%, mais j'ai mon argent directement. Donc c'est une méthode facile, c'est une méthode vraiment pratiquée dans pas mal de domaines, de secteurs. Mais dès que vous avez l'argent, vous avez l'argent. Même si vous perdez 3%, mais vous avez l'argent direct. C'est là, cash. C'est pour ça que cash flow, c'est cash, c'est là, c'est sur votre compte. Ensuite, ces mêmes gens négocient des délais de paiement plus longs avec leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'ils essayent avec leurs clients d'avoir l'argent plus rapidement. Et avec leurs fournisseurs, donc là où l'argent doit sortir, donc pour rentrer
L'argent doit rentrer plus rapidement et doit sortir plus lentement. Comme ça, vous avez vraiment un fond de roulement, quoi. C'est le principe du cash flow. L'argent rentre rapidement, l'argent sort très lentement, donc l'argent reste plus longtemps dans votre société, sur vos comptes de société, en fait. Voilà. Et donc, en fait, c'est par ça, ils négocient des délais de paiement beaucoup plus longs, 60 jours fin de mois, 90 jours fin de mois, ceci, cela, quoi. Ou alors des facilités de paiement en plusieurs fois. Voilà. Alors, ensuite, j'aimerais vous donner des exemples de problèmes de cash flow, hein, par rapport à votre plan. Ce qui peut vous arriver, commençons par le haut. Hein, donc à midi, vous voyez, vous avez un découvert épuisé. Donc si vous avez épuisé votre découvert, ça va être chaud. Parce que vous avez une dette, ça va vous coûter des intérêts, donc des agios, comme on dit, dans le milieu de la finance, vous allez payer des intérêts là-dessus, donc ce sont les agios, vous avez plus de liquidité, vous n'êtes plus apte à agir en fait dans votre business, donc c'est chaud. Là, on va faire ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, vous avez des retards de paiement auprès des créanciers, donc vous avez des fournisseurs, des créanciers auxquels auprès de ces gens, vous avez des dettes et vous ne les avez pas payées, vous êtes en retard, donc ça va vous coûter des intérêts en plus. Mais bon, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous allez avoir un problème de cash flow dès que vous les payez. Retard de paiement de TVA et de charges, ça peut être une des raisons aussi. Vous avez un manque de rentabilité, c'est-à-dire que c'est un thème vraiment qu'on aborde très rarement, mais vous savez, vous avez le prix d'achat et le prix de vente. Hein, vous voulez ouvrir une boutique en ligne et vous dites, bon, moi j'aimerais être concurrentiel, donc je vais analyser la situation au niveau du marché, de la concurrence. Lui, il vend ce même produit pour 10 euros, moi je le vends pour 9 euros, ou alors 8 euros. Le seul truc, c'est que la personne qui le vend pour 10 euros, elle n'a pas vendu pour rien à 10 euros. Posez-vous la question, pourquoi lui le vend à 10 euros, pourquoi lui le vend à 11 euros, pourquoi moi je le vendrai à 8 euros. On peut se permettre à l'heure actuelle de vendre un produit moins cher quand on a moins de frais, c'est-à-dire qu'on achète le produit beaucoup moins cher, hein, donc le prix d'achat est moins cher que la concurrence, et vous avez moins de frais, c'est-à-dire que le prix d'achat plus les frais, plus donc les coûts, tout ce qui vient en plus sur le prix d'achat, hein, donc votre propre, les frais d'entreprise, la gestion, le stockage, les shops en ligne et tout ça, ça a énormément de frais qui viennent donc en plus. Et ces frais-là, il faut les répartir sur chaque produit, quoi. C'est comme ça qu'on calcule un prix de vente. Hein, pendant le prix d'achat, plus tous les coûts qui sont à répartir, donc les frais généraux, les frais d'achat, les frais de gestion, les frais d'employés, les frais de ceci, les frais de cela, tous les frais que vous avez, vous devez prendre ces frais et le nombre de produits et répartir ces frais donc sur ce prix d'achat. Et ensuite, vous multipliez donc ce prix d'achat global, hein, ce prix de coût, comme on dit, par un facteur X. Il y en a qui mettent 1,7, il y en a qui mettent 2,5, il y en a qui mettent 10, il y en a qui mettent 100, il y en a qui mettent 1000 des fois. Hein, essayez d'acheter une cuisine, par exemple. Quand vous achetez une cuisine et qu'on vous dit ouais, la cuisine coûte 15 000 euros, et le vendeur arrive et vous dit bah, je vous fais 35% de réduction. Il ne vous dira pas 35%, mais il vous dit, vous faites la cuisine à disons, 10 000 euros, ou alors à 9 500. Non quand vous réfléchissez, ça vous fait à peu près du 30 à 40%. C'est un exemple, je ne dis pas que ça fait 30 à 40% de 12 000 à 9 000, mais c'est un exemple. Ou alors vous achetez dans le milieu des cuisines c'est pareil, les bagnoles c'est pareil, il y a énormément de marge, tout ce qui est vis, tout ce qui est produit du bâtiment, souvent il y a des très grandes marges, il y a des produits qui sont à très très basse marge, comme par exemple les agglos, les trucs comme ça, je sais très bien que c'est pas... Il n'y a pratiquement pas de marge, quoi, parce que la concurrence est très dure et puis les prix sont vraiment tout en bas. Mais il y a des produits où vous faites énormément de marge. Et alors, si vous dites, moi je veux être concurrentiel, je baisse mes prix, eh bien ça peut être une des raisons pour laquelle vous aurez un problème de cash flow, parce qu'en fait, vous aurez une marge vraiment, vous aurez un manque de rentabilité, tout simplement, comme c'est écrit ici, quoi. Non, j'ai un peu drifté par rapport à ça, mais je voulais vous expliquer ce que je pense de la question. Et, bien souvent, j'entends des questions, ou je lis des questions, ouais, qu'est-ce que je peux faire justement pour pouvoir, comment je peux faire pour calculer mes prix? Eh bien, si vous prenez en considération ce que je viens de vous dire, eh bien, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Je pense que si vous ne prenez pas ça en considération, là, vous aurez d'autres problèmes, croyez-moi. Voilà.
Et puis, bah voilà, ensuite, pas de fonds de roulement, c'est-à-dire que vous n'avez pas de capital, de fonds. En fait, fonds de roulement, c'est justement, vous n'avez pas de cash flow, donc il n'y a pas de capital de fonds. Quand vous créez une société SARL, vous avez un capital de 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 euros. Avec ça, vous pouvez travailler. Si vous n'avez pas de capital, vous commencez une société à votre compte, vous êtes tout seul. C'est EURL, je ne sais pas, EURL en France, ou alors les EU. Par exemple, ces sociétés, vous n'avez pas besoin de capital de départ, mais si vous n'avez pas de capital, il est difficile, donc vous n'avez pas de fonds de roulement, et donc ça peut être un problème, ça peut causer un problème de liquidité, en fait, si vous voulez, quoi. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, les frais internes, les frais comme les salaires et puis les primes que vous voulez payer à vos employés, vous voulez vous payer. Hein. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas copain des SARL et des SA, parce que je me dis, merde, j'aimerais bien être flexible dans mon business, quoi. Et le fait d'avoir une EU en considération sur une SARL ou alors une SA, quand vous avez l'argent, et bien, si vous avez un problème de liquidité, vous êtes obligé de vous payer vos charges, en fait, si vous voulez. Et si vous ne pouvez pas payer les charges, il y a l'État qui arrive très rapidement, les impôts, et qui vous disent, bah, il y a un problème ou quoi? Pourquoi tu n'arrives pas à payer tes charges? Non. Même si vous êtes votre propre chef, vous êtes obligé de vous payer vos charges vis-à-vis de l'État et vous payez votre salaire. Parce que, comme je disais au départ, quand vous travaillez pour une SARL ou une SA, vous êtes employé dans la société. Même si vous êtes gérant, ou vous êtes co-gérant, ou vous êtes associé, vous êtes employé avant tout. C'est pour ça que je dis souvent dans des vidéos, j'étais employé. Oui, j'ai travaillé pour les grandes sociétés, j'étais partenaire, j'avais des parts de société, mais j'étais employé. Pourquoi? Parce que je ne travaillais pas pour moi, mais je travaillais pour la société. Vous êtes employé dans une société. Vous avez un contrat avec la société. Même si c'est votre société, vous êtes employé dans cette société. Vous ne travaillez pas pour votre intérêt personnel, vous travaillez pour votre société. Vous travaillez pour vos employés, vous travaillez pour vos fournisseurs, vous travaillez pour vos clients. Non? Et ces trois cibles, les employés, les clients, les fournisseurs, c'est le but de la société. Et vous, votre but, c'est peut-être pas le but de la société, ce sera votre porte-monnaie, peut-être ce sera vos intérêts personnels. En général, il y a souvent des intérêts comme ça. Et c'est ça le problème, c'est pas facile à gérer. Et c'est pour ça qu'il est important de garder les employés, les clients et les fournisseurs toujours au devant et que vous soyez en fond. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, je travaille pour une société. Même si c'est la mienne, je travaille pour une société, c'est la mienne, mais je travaille pour elle. Je suis employé, je travaille pour le but de la société, pas pour mes propres intérêts. Évidemment, après, quand il y a des reversements, quand la société elle vaut 10 millions, ou alors 100 millions, ou alors 1 milliard, hein, comme Facebook ou tout ça, quoi, enfin plusieurs milliards, je veux dire même, bien évidemment, si vous avez 10%, 15%, 20%, vous avez 100% des parts de société, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes multimilliardaire, parce qu'on sait que voilà, ça vous appartient. Mais ça appartient avant tout à la société. Tant que vous n'aurez pas revendu la société, bah, vous aurez un bien, mais vous n'aurez pas la liquidité, vous n'aurez pas 1 milliard sur votre compte. Vous aurez une société qui vaut 1 milliard. Donc dès que vous la revendez, vous aurez 1 milliard. Si on vous paye 1 milliard pour elle, bien évidemment. Voilà. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez-moi des pouces. Si ça vous a pas plu, bah, aussi des pouces, mais vers le bas, quoi. Mais par contre, dites-moi pourquoi ça vous a pas plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, si ça vous a plu. Si vous l'êtes déjà abonné à ma chaîne, je dis merci pour tout, merci pour le soutien. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie donc une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris un maximum d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter en me laissant un commentaire en dessous. Et puis plein de bonnes choses. Mettez en pratique ce que je vous ai appris dans cette vidéo, ce que je vous ai communiqué. Et puis voilà, à bientôt.